Bonjour, je tenais d'abord à remercier le festival pour sa sélection. Je suis vraiment très heureux que Claude puisse être diffusé au Brésil, ça me rend hyper fier. Je vais peut-être lire les questions et puis tenter d'y répondre. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Salut, moi je suis Thomas, j'ai 34 ans et je suis le réalisateur de Claude Libre. Quelles sont vos influences cinématographiques? Alors moi, ce qui me touche d'une manière générale, c'est plutôt le cinéma documentaire ou les documentaires tout court, comme voilà, ceux qui ont été réalisés par Raymond Depardon, Gianfranco Rossi, Roberto Minervini, etc. Mais aussi, je m'intéresse beaucoup au cinéma des gens qui sont toujours sur un fil entre le documentaire et la fiction, comme par exemple Jean-Charles Hue avec ce genre de projet, ou Jean-Bernard Marlin avec son premier film Sherazade. Et c'est vrai que ce genre de cinéma me touche particulièrement, et donc m'influence aussi. Quelle a été l'idée originale de votre film? Et en fait, le point de départ de Claude Libre, c'est un fait divers qui s'est passé en 2012 dans le sud de la France. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est alors c'était un homme, du coup, un homme d'environ 70 ans, en fait, avait braqué le bar PMU, la supérette et la station-service de son petit bled. Et à chaque fois, en fait, il arrivait, comment dire, déguisé avec une arme factice, et il avait prévu de repartir à vélo. Et donc, cette histoire m'a beaucoup touché parce que je l'ai trouvée très drôle et en même temps dramatique. Avez-vous quelques anecdotes le concernant? Ouais, j'en ai plusieurs, mais la première là qui me vient, c'est qu'en fait on a fait venir une trentaine d'ados pour remplir le bus, le car, dans la séquence du car, et en fait on les voit pas du tout. Donc ils nous ont donné 3 heures de leur temps, 3 4 heures de leur temps, juste pour rester assis dans un car, et on les voit pas parce qu'en fait les vitres sont trop teintées, on les entend à peine, et du coup, voilà, petite dédicace à eux, je les remercie. Selon vous, qu'est-ce qui rend un court-métrage intéressant? C'est une question un peu difficile, je pense pas qu'il y ait de règles tout particulières pour... Enfin, en tout cas, en tant que spectateur, je saurais pas trop vous répondre, mais en tant que réalisateur, moi, ce que je trouve intéressant dans le court-métrage, c'est que ça permet... c'est une zone d'exploration énorme, et ça permet de faire des erreurs aussi moins dramatiques que sur un long. Et donc, voilà, c'est un terrain de jeu que j'aime beaucoup. Quel est votre lien avec la francophonie? Croyez-vous qu'il est important de défendre la langue française? Oui, je pense que c'est important de défendre la langue française. Après, pas plus qu'une autre langue. Je pense que voilà, chaque langue a son histoire qui est très importante. Et puis voilà, les évolutions de la langue aussi sont hyper intéressantes. C'est bien aujourd'hui qu'on parle pas comme on s'exprimait au Moyen-Âge, et qu'on demande de la souplette, qu'on dise que la souplette puire, comme dans Les Visiteurs par exemple. Autre référence très importante pour moi, Les Visiteurs. Quelques mots pour votre public brésilien. Espero que do guste filmer. Voilà. Mes connaissances en portugais sont très limitées, je m'excuse par avance. Mais je vous souhaite un très bon film, j'espère qu'il vous plaira, et je vous souhaite un très bon festival aussi. Et voilà, à très vite. Bonjour, je m'appelle Antoine Cuevas et je suis un réalisateur franco-chilien de 31 ans. J'ai réalisé Je vais là-bas aussi, qui est mon premier court-métrage. Mes influences cinématographiques sont multiples, mais je crois que la plus importante en ce moment est celle du cinéma sud-américain, avec la nouvelle vague des jeunes réalisateurs comme le chilien Pablo Larraín, le brésilien Kleber Mendonça Filho et le mexicain Carlos Regadas. L'idée du film vient d'une image. Ce sont des exilés venus de partout, essayant de traverser les Alpes pour rejoindre l'Europe. Car on traite beaucoup de la Méditerranée mais moins du terrible passage des montagnes. Les exilés sont souvent très peu équipés, peu couverts, beaucoup se perdent et ne parviennent pas à passer. Concernant le tournage, toute l'équipe devait marcher 1 heure dans la neige matin et soir pour accéder au refuge de montagne où nous tournions.
Les repas du midi nous ont été livrés en motoneige. C'était magnifique d'être là-haut, isolé de tout. Et je crois que le film ressemble à la montagne, dans ses silences, dans cette épuration. J'essaye d'en dire peu, mais de laisser de la place à l'imagination du spectateur, en ouvrant cette histoire à un plus grand récit. C'est un film sur l'entraide, comme une main tendue. J'ai moi-même étudié dans une alliance française pendant mon enfance à Valparaiso. Parler deux langues m'a beaucoup aidé. La double culture me permet de voir les choses différemment, avec toujours, comme on dit au cinéma, en chant et en contre-chant. Pour finir, je salue tous les Brésiliens. Je leur souhaite beaucoup de courage durant cette période difficile, pour tous. J'espère qu'on se reverra vite, en vrai, en réel, peut-être sur le continent sud-américain, qui est aussi ma terre natale. À bientôt. Hola, bonjour. Je m'appelle Kantarama Gahigiri. Je suis la réalisatrice du court-métrage Eta Reality. C'est un film c'est un film hybride entre le documentaire et la science-fiction. C'est une histoire qui raconte le parcours d'un astronaute qui revient sur Terre après 30 ans et qui se pose des questions. Est-ce qu'il est encore possible de retrouver une maison? Quel est son lien d'appartenance? Qu'est-ce qui va le rattacher à sa communauté? Et pendant cette exploration, on rencontre plusieurs personnages, des afro-descendants qui sont établis en Suisse depuis plusieurs années et qui nous livrent un petit peu leur parcours aussi. Je suis beaucoup influencée en ce moment par déjà les réalisateurs classiques africains comme Souleymane Cissé ou Djibril Diop Mambéty, Haile Gerima, mais également la nouvelle vague peut-être de réalisateurs du continent africain qui, comme CJ Obasi ou son collectif Super 16 au Nigeria, ou bien alors Jim Chuchu au Kenya, traite de l'Afrique, mais sous un regard souverain, où les gens ont pu récupérer leur histoire et ont pu explorer leur histoire. Et c'est pour ça que tout cet aspect de futurisme est quelque chose qui m'inspire beaucoup et que je suis en train de travailler pour le projet que j'ai en écriture en ce moment. Et voilà, dans Eta Reality, je pense que ça a été naturellement que je me suis tournée vers un moyen de raconter une histoire qui devient malheureusement très commune, mais en cherchant un angle peut-être un peu plus poétique ou plus libre de pouvoir raconter et vous montrer les sentiments de ces personnages. Voilà, et c'est comme ça que ce film est né lors d'une résidence à Winterthur en Suisse. C'est une petite ville où j'étais invitée dans une résidence d'artistes qui s'appelle 5 par 5 par 5, et on m'a demandé de faire un film en 5 semaines. Et je marchais dans la ville sans savoir vraiment par où commencer. J'avais pas mal d'idées, mais ça ne marchait pas, rien ne semblait convenir. Et chaque jour, je passais au magasin pour aller acheter quelque chose ou pour parler avec les gens qui étaient là, pour boire une bière avec eux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand même, il faut pas résister, le film est là, ces gens sont là, je pense que l'histoire est là. Donc c'est là où on a commencé à tourner, à faire les portraits. Et je cherchais un moyen justement de subliminer cette histoire. Et c'est quand j'ai eu l'idée d'utiliser le personnage de l'astronaute. Et avec mon équipe, je leur avais interdit d'en parler.
Et on a fait ça en secret en fait. Le producteur, la production ne savait pas ce qu'on allait faire. Et je suis arrivée, je me rappelle, on a été chercher le costume et on est arrivé avec un énorme carton dans les bureaux. Et voilà, et je me suis mis dans le costume et on est parti dans la ville comme ça. Et ça a été assez fantastique de voir le regard des gens parce que voilà, on n'avait rien dit à personne. Et les enfants, les adultes dans la ville qui voyaient soudain passer un cosmonaute, ça a été assez étrange. Voilà, et peut-être que pour conclure, j'aimerais dire que le Brésil est très très cher à mon cœur parce que je suis venue présenter mon dernier film, le long métrage Tapis Rouge, et j'ai été accueillie vraiment avec le cœur par le public brésilien, par les organisateurs à Sao Paulo du Panorama Suisse. Et j'ai gardé des amitiés très fortes et je sais qu'aujourd'hui la culture est en danger. Donc voilà, je voudrais vous dire que je pense souvent à vous et que je vous envoie vraiment tout mon amour et je vous souhaite bon courage. Voilà. Bonjour, on est Fanny Liattard et Jérémy Trouille, on est un duo de réalisateurs de fiction et on vous présente aujourd'hui Chien Bleu, notre troisième court-métrage qu'on a tourné il y a quelques années dans un quartier qui s'appelle la Maladrerie à Aubervilliers au nord de Paris. Quelles sont nos influences cinématographiques ? Je pense que pour ce film, on peut parler des films de Léos Carax parce que c'est tous ces films dont Mauvais Sang en premier nous ont beaucoup inspirés, toujours, parce qu'ils créent des personnages étonnants et souvent qui sont pas trop faits pour le monde, et comme le personnage du père dans Chien Bleu qui sont un peu fragiles et plein de poésie, et aussi parce que on aime comment il regarde Paris avec un œil nouveau et comme on essaye de le faire avec la banlieue parisienne dans Chien Bleu. C'est en effet l'origine du projet pour nous de Chien Bleu. On est arrivé dans ce quartier et on a eu envie de faire un film avec les habitants qui décalerait un petit peu le regard sur ce quartier. Parce que en France, les quartiers populaires, ils sont souvent montrés toujours un peu de la même manière, avec un point de vue assez pessimiste, parce qu'il y a des réalités sociales, économiques, qui sont compliquées. Mais nous, on avait envie un peu de sortir de ces schémas de violence ou qui enferment un peu les personnages et de révéler quelque chose d'un peu plus poétique et aussi qui parle de solidarité entre les habitants. Et donc ça a vraiment été le point de départ de notre démarche avec ce film-là. Le tournage de Chien Bleu, on l'a préparé pendant des mois en passant du temps dans le quartier d'Émile Dubois et la Maladrerie à Aubervilliers. Simplement à se promener, à rencontrer les habitants. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Michel Pichon, qui joue Émile dans le film, le père. Il promenait son chien tous les jours dans le quartier et c'est quelqu'un qui petit à petit s'est livré sur sa vie, qu'on a trouvé très touchant, qui est devenu un ami. Et le rôle de Soraya, qui est joué par Mariam Baradji, c'est aussi une jeune fille qu'on a rencontrée dans le quartier et qui nous a épatés par son énergie et qui a beaucoup inspiré le personnage qu'on voulait solaire. Et ensuite, il a fallu trouver un chien bleu, et pour ça, il a fallu d'abord trouver un chien et ensuite trouver la peinture bleue, et ça a été pas une mince affaire parce que au début, on avait trouvé une teinture qui durait 6 mois et finalement, personne n'a accepté d'avoir son chien bleu pendant 6 mois. Donc, on a trouvé une peinture qui partait à l'eau, et sauf qu'il a plu pendant le tournage, donc ça dégoulinait un peu. C'est pas très pratique. Mais par contre, le truc génial, c'est que le chien bleu s'est vraiment promené dans le quartier et a créé l'événement, et tous les enfants du quartier parlaient du chien bleu. Donc, on était contents que la fiction rencontre la réalité du quartier. Selon nous, qu'est-ce qui rend un court-métrage intéressant ? Nous, on a commencé vraiment notre carrière de réalisateur en faisant des courts-métrages sans avoir été à l'école de cinéma, et du coup, on a appris en faisant. Et ce qui est génial avec les courts-métrages, c'est que souvent, c'est des espaces de liberté qu'on trouve pas forcément dans un long-métrage qui est davantage financé, où il y a un cadre un peu plus fort, même en termes de structure de scénario. Et donc, c'est vrai que pour s'être pas mal baladé dans des festivals de courts-métrages, on a vu plein de films de partout dans le monde, de parfois 10 minutes ou 20 minutes, qui plongent dans la vie d'un personnage sur un jour, comme ça, ou qui font peur, ou qui émeuvent en très peu de temps. Et c'est un exercice qui est pas facile, mais qui souvent est
hyper libérateur et inspirant pour le spectateur parce que c'est souvent des formes qu'il a jamais vues. Donc pour ça, on trouve qu'un court-métrage, c'est hyper intéressant. Notre lien avec la francophonie, en tout cas, ce qu'on peut dire, je pense que nous, on est très intéressés par les langues en général, et le langage dans nos films, c'est quelque chose qu'on explore. On aime créer des personnages qui n'ont pas toujours les mots, justement, pour affronter le monde. Et donc, on est hyper heureux que notre film en français, avec une langue qui est celle... qui est contemporaine, qui est la langue française, qui évolue tout le temps, avec des gens qui la parlent différemment, avec des accents, avec leur propre phrasé, puissent voyager dans des pays comme le Brésil. Et on pense que, évidemment, comme nous, on adore voir des films dans des langues étrangères, on est hyper heureux que la langue française elle puisse voyager par le cinéma. On trouve ça beau et on se sent chanceux. Voilà, pour conclure, on salue évidemment tout le public brésilien qui aura l'occasion de voir notre court-métrage. On vient de terminer un long-métrage qui a trouvé un distributeur au Brésil, qui était dans un festival à Rio il n'y a pas longtemps. On n'a pas pu y aller à cause du Covid, mais on a hâte de pouvoir peut-être un jour venir à la rencontre en physique de ce public qu'on sait très cinéphile et qui nous inspire beaucoup parce que notre cinéma, il est très inspiré du réalisme magique qui vient d'Amérique du Sud. Donc, on espère que Chien Bleu va vous parler. Merci beaucoup aux organisateurs de cet événement. Bye à bientôt. bye. Je m'appelle Paul Nouet, je suis monteur et réalisateur, originaire de Bordeaux, mais j'habite à Paris actuellement. Et j'ai réalisé le film Les Méduses de Gouville. Mes influences cinématographiques, en fait, elles sont assez vastes, mais c'était surtout de la comédie française contemporaine. Et voilà, il y avait les films de Sophie Le Tourneur, les films de Guillaume Braque, Emmanuel Mouret, Bruno Podalides. En gros, il y en avait plein. Et après, sinon, c'était beaucoup de bandes dessinées, en fait, parce que je lis pas mal de bandes dessinées. Et en général, ça m'inspire vachement pour mes films, que ce soit dans les dialogues ou même dans les plans, dans la lumière, dans les personnages et tout. Et voilà. Alors en fait, à l'origine du film, c'est quand j'étais étudiant à la FEMIS en première année. J'étais étudiant dans le département montage, mais j'avais bien envie de réaliser un film pendant l'été. Et en gros, j'ai rencontré Tristan Vasselot, qui est devenu vraiment mon pote, et puis le producteur du film. En gros, il m'a emmené à Gouville, parce que son père, il avait une maison là-bas. Et en fait, surtout, il m'a montré les maisons de Gouville, en fait, qui sont des maisons multicolores sur les dunes. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un décor de film qui me rappelait, je sais pas, les films de Jacques Tati. Et donc on a commencé à en discuter, et puis j'ai écrit ce scénario, et j'ai proposé, ça lui a plu, et voilà, c'est parti comme ça. Après on a demandé à la FEMIS de nous prêter un peu du matériel, et on a réuni d'autres amis de la FEMIS qui voulaient bien faire le film avec nous. Et voilà, je pense que ça a été vraiment un film... Une fois, on tournait une scène au milieu du parc à huîtres. Et en gros, quand c'est marée basse, c'est vraiment une immense plage et tous les parcs à huîtres qui sortent de l'eau. Et c'est vraiment magnifique. Et donc, du coup, on voulait vraiment tourner une scène entre Antoine et Jeanne à cet endroit-là. Et en fait, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que la mer, elle remonte hyper vite. Et en fait, en quelques minutes, on s'est retrouvé les pieds dans l'eau, et on s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est bon, on va continuer à tourner la scène et tout, on a le temps, machin. Et là, tout d'un coup, il y a Tristan, il était sur la plage, et on l'a vu débarquer à toute vitesse vers nous et tout, en nous disant, non, mais là, il faut rentrer et tout, genre, on va se faire avoir par la marée, machin. Nous, on était, ouais, ça va, enfin, tranquille. Et en fait, au moment où il a fini sa phrase, bah ouais, en effet, on a regardé nos jambes et on était vraiment complètement presque immergés. Et surtout, on était sur une sorte d'île qui fait que pour retourner à la plage, il fallait qu'on passe dans l'eau, immergé jusqu'à là, quoi. Et sauf qu'on avait tout le matériel et tout, on avait des caisses, la caméra, machin, qui coûte hyper cher. Et du coup, on a dû traverser l'eau jusqu'à la plage avec tout le matériel comme ça au-dessus de la tête. Et ça va, on s'en est bien sorti finalement, mais après on a fait un peu attention.
Bah, ce qui est intéressant avec un court-métrage, enfin, surtout pour celui-ci, pour nous, c'était que on a pu le faire sans beaucoup d'argent. Et donc, du coup, ça nous a laissé peut-être plus de liberté, d'expérimentation et tout. Quand on est parti sur le tournage, moi, j'étais pas très sûr de ce que je faisais parce que j'avais jamais vraiment fait un film tout seul. Et donc, du coup, c'est plus rassurant de partir sur un film où il n'y a pas beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc voilà, je pense que le court-métrage, c'est intéressant parce que c'est vraiment un lieu de un moment, je suppose, pour les réalisateurs où on peut un peu tenter des nouveaux trucs et tout. Moi, ce que je trouve cool avec la langue française, en fait, c'est la multitude des langages, que ce soit les argots, les accents, enfin, tous les dérivés, disons, de la langue française. Mais surtout, en fait, c'est tous les mots et toutes les expressions qui définissent des personnes et des groupes de personnes. Ça, je trouve ça vraiment bien, et en particulier au cinéma, parce qu'en fait, ça nous permet, quand on est... Enfin, moi, par exemple, quand j'écris des dialogues, de définir très vite... de caractériser très vite un personnage, en fait, par les mots qu'il emploie, par sa manière de parler. Moi, j'ai encore jamais fait, mais même par son accent, bien sûr. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment intéressant dans la francophonie. En fait, c'est la multitude des approches de la langue française. Et d'autant plus que moi, j'ai pu le voir en faisant mes études à Bruxelles. Et donc, j'ai vu que, en fait, les Wallons, ils parlent le même français que les Français, mais ils ont plein d'autres expressions ou de manières de dire certains mots qui diffèrent et qui font leur particularité, en fait. Et pareil, après, quand j'ai monté un film en Suisse, j'ai constaté la même chose. Et je trouve que ça fait vraiment la richesse de la francophonie. Donc c'est cool. Bonjour, je m'appelle Jean Bonneuil-Jeu, je suis le réalisateur du film Abada. Euh, voilà, pour me présenter, donc moi je suis belge, j'ai 46 ans, je suis comédien de théâtre et de cinéma, mais depuis quelques années je m'intéresse plutôt à la réalisation. Et Abada est mon troisième court-métrage. Et depuis, j'en ai réalisé un autre que je suis en train de terminer, et je suis en train d'écrire un long métrage. Et à côté de ça, je réalise également des courts-métrages documentaires, expérimentaux. Je regarde les questions. Ouais. Quelles sont mes influences cinématographiques? Bon, comme tout le monde, elles sont assez variées, mais en tout cas, des personnes qui ont été très importantes pour moi, c'est Claude Sautet et Maurice Pialat. Ça, c'est vraiment des metteurs en scène que je trouve très intéressants par rapport à l'écriture enfin, en tout cas des relations humaines. Je trouve que c'est des metteurs en scène qui sont très très fins à cet effet-là. Après, j'adore Kubrick, mais voilà, pour d'autres raisons. Euh, et j'ai quand même aussi beaucoup regardé Bergman. Voilà, dans les metteurs en scène plus contemporains, je citerai plutôt Kiarostami ou Nuri Bilge Ceylan. Donc l'idée à l'origine de mon film, c'est que c'était un appel à projet de la ville de Carpentras qui proposait de recevoir des réalisateurs et de les aider à réaliser un film en 84 heures, parce que c'est le chiffre de la région là-bas, le Vaucluse. Et donc l'idée, c'était de pouvoir aller tourner un film donc en 3 jours et demi, tourner et puis le monter directement et le présenter. Donc c'est ce qu'on a fait, mais en sachant très bien qu'on avait envie de pouvoir faire un film plus long, parce qu'il fallait faire un film qui durait 8 minutes 40. C'était les formats de ce festival. Donc j'ai tourné le film, on a vite monté le film, et puis après ça, on a fait une version qui était plus longue de ce film, qui nous a pris un peu plus de temps, mais qui nous a permis d'arriver à la version que vous avez vue là, qui fait un peu moins de 15 minutes. Comme anecdote concernant le film, en fait enfin, le film était tellement court que j'ai pas eu l'occasion d'avoir énormément d'anecdotes le concernant. La seule chose qui pourrait être plus ou moins intéressante, c'est que on s'était dit que on s'était dit qu'on voulait jouer une scène de pétanque, mais qu'on n'était pas en plein été et qu'il y avait peu de chances que la pétanque s'efface. Et en fait, tout pile précisément le jour où on voulait qu'il y ait une pétanque, à cette heure-là, il y avait un tournoi de pétanque. Voilà. Ça, c'est une anecdote qui n'est pas très rigolote, qui n'est pas très croustillante, mais c'est en tout cas l'anecdote la plus forte que je peux vous dire sur ce projet. Enfin, voilà, c'est peut-être pas grand-chose. Selon moi, qu'est-ce qui rend un court-métrage intéressant? Je pense que ce qui rend un court-métrage intéressant, c'est la liberté de ton et de casting.
et donc de jeu à l'intérieur du casting, parce que c'est des choses qu'on n'a pas du tout la possibilité ou très difficilement de faire sur un long métrage qui prend des mois, des années à se produire et pour lesquels finalement on n'a pas l'occasion de tester grand-chose ou de prendre beaucoup de risques, aussi bien en tant que réalisateur qu'en tant que comédien. C'est souvent des choses verrouillées où on prend tel comédien parce qu'on est sûr, on prend tel réalisateur parce qu'on est sûr. Et voilà, aussi bien en tant que réalisateur qu'en tant que comédien, pour moi c'est un espace de performance, d'essai, de tâtonnement. Je peux essayer des choses. Dans le dernier film que j'ai réalisé, par exemple, j'avais aucun scénario. Je suis parti avec juste une base et j'ai tourné au fur et à mesure. Chaque soir, on se retrouvait, on disait, ah tiens, ça marche, tiens, il faudrait une scène en plus où ils se disent que, tiens, ce serait pas mal. Et ça, c'est une liberté d'expérimentation que je pourrais jamais avoir avec un long métrage. Et aussi en termes, c'est un peu lié, mais aussi en termes de narration, où un court métrage peut se permettre de ne pas vraiment complètement se terminer, de ne pas mettre des choses en place, de ne pas avoir de scène d'exposition. Voilà, il y a vraiment une liberté narrative qui, pour moi, me semble vraiment cruciale. D'ailleurs, il y a beaucoup de metteurs en scène de long métrage qui continuent durant leur vie à faire des courts métrages. Quel est mon lien avec la francophonie? Comment dire? Je ne sais pas très bien quoi dire exactement par rapport à ça, parce que c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir la francophonie qui se développe dans le monde entier. Et je pense que c'est un lien incroyable, parce qu'on est sur des continents et des continents. Je ne sais pas, on doit être 250 millions, 300 millions. Mais je n'ai pas un avis très, très formel par rapport à ça. Je pense que c'est important de le défendre par rapport à la langue anglaise, certainement à un endroit, mais je ne suis pas un fervent défenseur j'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet-là. Et quelques mots pour mon public brésilien. En fait, moi, j'ai déjà eu l'occasion de venir au Brésil plusieurs fois dans le cadre du théâtre. J'étais venu à São Paulo et à Belo Horizonte. Et j'ai un souvenir incroyable du Brésil. Et c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir de pouvoir venir, d'être là pour présenter le film. Bon, on sait bien ce qu'il en est, mais en tout cas, voilà, je garde un souvenir très, très ému et très coloré de ce pays. Vraiment, j'ai passé des moments incroyables au Brésil. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le film, le festival, et que par chez vous, les choses ne sont pas trop graves. Voilà, au revoir.